Sujet suivant qui concerne, et là aussi c'est un gros enjeu dont on a déjà parlé, qui est la rénovation des bâtiments, qui permet aussi une baisse des factures énergétiques à travers le programme Acté. Et c'est Magali Merlin qui va venir me rejoindre. Merci beaucoup, qui est chef de projet donc Acté au sein de la FNCCR, cette fois-ci je ne me trompe pas, qui est donc un programme qui a été lancé en 2019, qui est animé par la FNCCR, un programme, vous l'avez nous l'expliqué, pour action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, financé par les obligés C2E, les certificats d'économie d'énergie. Alors la bonne nouvelle, il y a de l'actualité, parce que ça devait se terminer en 2023, c'est reconduit pour 4 ans, donc là on peut largement en profiter, c'est ça Magali ? On peut encore en profiter pour un an. Pour le programme actuel, il y a effectivement une annonce qui permet de reconduire les actions du programme jusqu'en 2026. Voilà, exactement, avec une enveloppe de 220 millions d'euros. Alors, la première question que je vais vous poser, qui est logique, mais il faut quand même la rappeler, pourquoi rénover ? C'est une très bonne question, je vous remercie de la poser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Juste avant ça, nous avons tous constaté, en tant que citoyens, déjà, à quel point la sobriété, c'est un peu l'essence de la présentation, a fait une entrée fracassante dans les débats, dans les échanges publics, à tel point que c'en est maintenant un des leviers de politique énergétique pour parer à l'urgence. Les collectivités, les consommateurs d'énergie sont face à un mur financier. Il faudra passer l'hiver, c'est un peu ce qu'on dit aujourd'hui. Donc Madame Brumila qui a essayé de vous rassurer tout à l'heure, ne soyez pas trop, parce que cette notion d'urgence, elle pousse à l'action. Pour ceux qui ne s'étaient pas déjà engagés ou intéressés à cette démarche-là. Et les bénéfices des actions de sobriété qui vont être engagées, elles ne sont pas suffisantes face aux enjeux qui existent aujourd'hui sur les bâtiments publics en particulier. Ces actions, c'est un jalon dans le chemin, et ce sont d'autres actions à plus fort investissement qui vont permettre d'y arriver. La sobriété sont des actions à faible investissement. C'est une notion qui est un peu désuète, qui recouvre maintenant des dimensions très concrètes, qui existent depuis longtemps dans les différents scénarios prospectifs pour réussir à la neutralité carbone et à la modération énergétique. On les retrouve encore dans ceux de Négawatt, on les retrouve dans ceux de l'ADEME. Donc c'est un vrai moyen de modérer ces consommations. Et du coup, dans ce chemin, si on passe à la slide suivante, dans ce chemin, on a des bénéfices acquis par la sobriété et acquis par l'étape d'après, qui est aussi la rénovation. Donc ça s'intègre dans un schéma plus global de réflexion sur le bâtiment, voire même sur le patrimoine. On a évidemment la maîtrise des factures énergétiques, donc on a un peu la question de l'urgence qui nous taraude aujourd'hui. C'est aussi la question de la maîtrise des dépenses d'exploitation, et notamment en prévenant par la rénovation des futurs coûts lourds de maintenance sur des équipements qui sont vieillissants et qui ne remplissent plus leur office, ou vont le remplir en tout cas beaucoup moins bien. On a cette notion de meilleure gestion du patrimoine. Les collectivités sont propriétaires de bâtiments publics, elles ont des obligations en tant que bons propriétaires sur la bonne gestion de son patrimoine, et ça permet aussi d'enclencher ou de confirmer un fonctionnement vertueux vis-à-vis de ça. On a parlé de modernité tout à l'heure, avec Madame Vanin notamment, et vous avez parlé de modernité salvatrice, de modernisation salvatrice. La rénovation, c'est aussi un formidable levier de modernisation des bâtiments, évidemment, mais aussi du service public, dans le sens où on s'assure que le service public peut être maintenu dans des bâtiments qui sont confortables pour les agents et confortables pour les usagers. On a évidemment la notion de réduction d'impact environnemental. On est face à un mur financier aujourd'hui. On a des enjeux écologiques auxquels on doit répondre de façon un peu plus pérenne. Et puis, nul n'est censé ignorer la loi. Il y a des obligations réglementaires aujourd'hui sur les bâtiments publics, et le respect du cadre réglementaire est aussi une des atteintes prévues, nécessaires, on va dire, dans cette perspective-là. Là, aujourd'hui, le dispositif éco-énergie tertiaire, dans moins d'une génération, dans moins de 30 ans, il faudra avoir réduit la consommation des bâtiments à usage tertiaire de 60%. C'est colossal.
C'est là, voilà, exactement, c'est colossal. Alors, vous avez commencé, c'est dans le titre de votre présentation, à parler de sobriété énergétique et de rénovation. Alors, les deux, ça peut marcher ensemble, c'est tout à fait compatible. C'est ça, c'est exactement ça l'idée. Si on passe sur la slide d'après, ce qui est intéressant avec la sobriété, c'est qu'elle peut intervenir à n'importe quel moment, dans le sens où elle peut intervenir avant la rénovation, et elle peut intervenir pendant et après la rénovation. Vous avez quelques exemples ici d'actions très concrètes qu'on peut faire dans les bâtiments publics. Les bâtiments publics, c'est 280 millions de mètres carrés de surface. C'est un tiers des surfaces à usage tertiaire en France. Sur 10 € dépensés par les collectivités, par les communes, sur leur facture d'énergie, il y en a 8 à peu près, 8,2 € qui vont dans les bâtiments publics et essentiellement sur la partie chauffage des bâtiments. Donc il y a un fort enjeu à travailler sur les bâtiments pour justement, et l'usage des bâtiments pour réduire ces actions. Et donc là, je vais vous raconter une histoire, un cas très concret que m'a rapporté un économe de flux en région parisienne, dans le Val-de-Marne, qui travaille dans une agence locale de l'énergie et qui a été sollicité par une commune par rapport à des inconforts, enfin plutôt pas des inconforts, mais par rapport à une non-atteinte des objectifs de consommation énergétique, de baisse de consommation énergétique suite à des travaux sur un groupe scolaire. Donc il y a eu plusieurs interventions qui ont été réalisées au sein de cette école. Il y a déjà eu une enquête auprès des usagers, auprès des professionnels scolaires, une enquête qui a révélé aussi des inconforts dans 2 salles de classe, qui étaient liées à une instabilité de la température. Ensuite, il y a eu une partie d'instrumentation. Là, on commence à toucher le sujet, puisque la sobriété, c'est une approche un peu non techniciste de l'efficacité énergétique, mais un peu moins techniciste, on va dire, puisque là, dans le cas présent, il y a eu l'instrumentation de façon assez simple au niveau de la chaufferie et au niveau des salles de classe par la mise en place tout simplement de sondes de température. Qui peuvent être acquises via des groupements d'achat, par exemple, au hasard auprès de son syndicat d'énergie. Et donc, ces actions, elles ont permis, en fait, d'identifier et de mettre en place des solutions en matière de régulation. Typiquement, il s'est avéré qu'au niveau de la distribution, donc au niveau je vais essayer d'être assez simple, mais au niveau des organes qui distribuaient la chaleur dans les salles de classe, il apparaît que la montée en température se faisait à partir d'1 h du matin. Ce qui fait qu'il faut que 2-3 heures pour que les salles de classe soient à température quand les élèves arrivent, ce qui fait qu'il y avait une surconsommation énergétique entre 1 h du matin et du coup le bâtiment qui était déjà largement en température quand les classes arrivaient. Donc, premier levier, avoir corrigé ça, avoir identifié ça et avoir régulé ça, ça permet de baisser les consommations de façon assez significative. Le deuxième élément, c'était au niveau des émetteurs de chaleur, des radiateurs, on va dire pour faire simple, qui possédaient des vannes automatiques et qui étaient programmées, donc l'heure de la plage de fonctionnement était en dehors de la plage de présence des élèves. En le corrigeant, le confort a été immédiatement résolu. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que déjà, des personnes qui se plaignent d'inconfort, ce n'est pas forcément une sensation individuelle. Il y avait des vraies problématiques qui ont été résolues par la régulation. Sur la consommation énergétique, il y a eu une action significative qui a pu être réalisée sur ce bâtiment. À la suite de ça, il y a eu des actions de formation, de sensibilisation pour faire des détectives des économies d'énergie du personnel, et ce qui contribue à ce que moi j'appelle la capacitation, ou ce qu'on disait tout à l'heure, rendre les gens intelligents. Mais c'est les rendre capables de comprendre comment fonctionne un bâtiment, qu'est-ce que je fais si, notamment quand j'ai des détecteurs de présence, est-ce que je dois éteindre la lumière de façon forcée quand je pars, ou est-ce qu'il faut que je la laisse s'éteindre naturellement. Il y a plein de petites questions comme ça en tant qu'usager auxquelles on ne pense pas et sur lesquelles on a besoin aussi d'être accompagné pour être sûr que les actions portent leurs fruits. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est un bâtiment de 2019. C'est un bâtiment neuf.
Ce qui veut dire que la sobriété, elle s'insère vraiment à toutes les étapes. Et en matière de gains énergétiques, on est en associant la partie sobriété d'usage et de comportement, on est sur 10% de gains énergétiques, de modération des consommations. Et ça peut aller jusqu'à 30% si le bâtiment était particulièrement déréglé. Parce que c'est des choses qui sont relativement peu identifiées au moment des audits énergétiques, qui nécessitent un peu d'ingénierie, un petit peu de technique, mais au final relativement simples et peu coûteuses face à ce que serait à la suite la rénovation qui reste nécessaire dans beaucoup de cas. Donc là, on comprend bien les enjeux, le lien avec la sobriété énergétique dont on parle beaucoup. Et pour ce programme acté, si certains là, voilà, sont intéressés, veulent se lancer dans une démarche de stratégie patrimoniale, comment fait-on et comment Acté peut aider ? Eh bien, le programme Acté, donc vous l'avez présenté, c'est un programme d'accompagnement sur la rénovation énergétique, la transition énergétique de façon plus large avec sa mouture Acté+, qui sera le programme qui continuera jusqu'en 2026, sur la transition énergétique donc, des bâtiments. Donc je l'ai dit, la sobriété c'est une étape qui s'insère dans quelque chose de plus global. Typiquement, on a de la sobriété d'usage, c'est ce dont on a un petit peu parlé, et puis il y a d'autres types de sobriété. Il y a des sobriétés fonctionnelles, sobriétés dimensionnelles. Je ne vais pas vous assommer avec les termes. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le patrimoine d'une collectivité, il y a des bâtiments qui peuvent avoir plusieurs natures, et il faut s'interroger sur leur état en matière de gestion patrimoniale, de leur vétusté, de leur nécessité d'amélioration en matière d'accessibilité. Il faut s'interroger sur leur potentiel d'amélioration énergétique. Il faut s'interroger sur tout un tas de briques, sur l'usage, enfin l'occupation de ces bâtiments, parce qu'ils sont occupés, utilisés toute partie de la journée par intermittence. Et au final, toute cette réflexion-là, elle s'intègre dans ce qu'on appelle un schéma directeur immobilier énergétique qui permet d'obtenir des scénarios sur l'ensemble du patrimoine, des scénarios de rénovation ou des scénarios tout court. Pourquoi ? Parce qu'un bâtiment, on peut décider de le rénover, on peut décider de le vendre parce qu'il remplit plus son office, ou parce que, avec toujours cette idée évidemment de maintien du service public, donc l'idée n'est pas de le dégrader. On peut le déconstruire. Et il y a plein de solutions plusieurs scénarios qui peuvent être mis en parallèle avec aussi le coût, le financement de ces scénarios. Et donc le programme Acté, il vient typiquement, c'est vraiment son idée phare, c'est de faire émerger des stratégies patrimoniales de rénovation énergétique et d'accompagner la mise en œuvre de ces stratégies. Et un des outils qu'on trouve particulièrement utile et structurant, donc c'est ce schéma directeur immobilier énergétique qui fait l'objet d'un financement, une prise en charge dans le cadre du programme pour accompagner justement les collectivité à cette prise de connaissance de son patrimoine. Quel est mon patrimoine ? Quelles sont ses forces ? Quelles sont ses faiblesses ? Comment je dois le prendre en considération pour agir, pour le rénover ? On est aussi dans une démarche long terme, donc on parlait de l'urgence tout à l'heure. Là, on est face à une démarche long terme pour éviter de se retrouver en situation d'urgence la prochaine fois. C'est un peu ça. Et puis, il y a cette idée aussi d'avoir une approche mutualisée des choses pour faire des leviers d'échelle en matière d'action et puis être plus fort vis-à-vis de la commande publique, notamment. Des précisions supplémentaires, j'imagine, à apporter justement sur le là. On a compris un peu le départ et le fonctionnement. Ouais. C'est une brique de réponse et comment ça peut se si on peut passer mettre à la slide en place. Exactement, avec les outils. Il y a plusieurs outils qu'on a mis en place. Donc, je vous ai parlé du financement. C'est un des axes forts. C'est 90% du programme, des aides mobilisées dans le programme vont directement dans les projets des collectivités locales. Donc, le financement du schéma directeur immobilier énergétique, c'est une brique. Il y en a d'autres. Le syndicat d'énergie de Lyon est aussi lauréat du programme par 2 fois, avec l'entente des 8 syndicats, dans le cadre de l'entente des 8 syndicats régionaux pour mener des actions à destination de leur commune. Et donc, du coup, on est plutôt sur la partie ici, sur la partie connaissance et rénovation des bâtiments. Je vous ai mis les petits noms de nos appels à projets, ce sont des noms d'arbres.
Il y a une belle métaphore, mais je suis sûre qu'on n'a pas le temps de la partager. Et du coup, il y a un certain nombre de financements qui sont déjà mobilisables jusqu'à la fin des conventions qui sont en cours dans le cadre du programme pour financer des études énergétiques, pour financer des groupements d'achat d'équipements, des économes de flux, donc des experts qui travaillent au sein des syndicats pour vous apporter des réponses sur les questions que vous vous posez sur vos bâtiments. Pour mettre en place aussi un outil de suivi des consommations énergétiques. Et on l'a dit tout à l'heure, déjà connaître sa consommation, c'est avoir un pouvoir sur sa diminution. Identifier ces bâtiments prioritaires énergétiques ou passe l'énergie, voilà, vous commencez sûrement à connaître ces éléments-là. Donc j'ai parlé de la capacitation, notamment mieux comprendre les enjeux et se préparer à l'action. On propose un centre de ressources avec des fiches ressources pour comprendre les différents éléments aujourd'hui qu'on trouve un peu partout et qui ne sont pas forcément contextualisés dans l'univers, on va dire, collectivité locale, sur le dispositif éco-énergie tertiaire, sur les financements mobilisables pour la rénovation. On a mis en place des guides thématiques, donc tout ça c'est en ligne, en accès libre gratuitement. Il n'y a pas besoin d'être lauréat du programme. C'est l'autre branche. On a 90% des flux, c'est pour les projets des collectivités et 10% c'est pour ce centre de ressources, on va dire. Pour mettre en place des guides thématiques, on en a fait un sur les éco-gestes, justement, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais qui parle des 8 mesures d'urgence à mettre en place sur les bâtiments. J'ai pas tout décrit, mais j'ai parlé beaucoup de la régulation sur le chauffage, mais il y a les usages numériques, il y a l'usage du télétravail aussi pour justement avoir une sobriété sur le fonctionnement du bâtiment en coupant certaines plages horaires ou en coupant certaines parties du bâtiment en matière de chauffage. Des retours d'expérience, c'est un programme qui est national, donc il y a la mise en synergie des initiatives qui ont été faites au local pour justement faire monter tout le monde en connaissance sur le sujet. Et puis on essaie de mettre en place des outils de primo-diagnostic, je dirais, un simulateur de rénovation énergétique, un simulateur sur les outils de pilotage justement des bâtiments. On a mis en place aussi une docutech qui s'appelle Prix au Fuel, qui vise à identifier les bâtiments encore aujourd'hui chauffés au fuel, bâtiments publics, puisque c'est l'objet du programme, encore chauffés au fuel. Donc voilà sur cette partie-là. Et puis donc là on est accueilli par le syndicat d'énergie de Lyon, donc je pense que vous imaginez assez bien qui peut être votre interlocuteur là sur le territoire. Et en tout cas, on a mis en place une carte des relais locaux. Donc c'est une cartographie des facilitateurs de la rénovation énergétique qu'on a mis en place avec l'ADEME, la Banque des Territoires, la DGALN, qui vise à permettre, juste en rentrant son code postal, de savoir quelle structure autour de moi porte un économe de flux, quelle structure porte un conseiller en énergie partagée, un animateur bois énergie, donc qui est lauréat du programme acté, etc., etc. Donc un peu pour se repérer, savoir à qui s'adresser. Et puis on a aussi fait une cartographie des lauréats du programme acté de façon complémentaire pour indiquer les actions qui sont conduites par chacun des lauréats. Et au national, on a une cellule de soutien qui peut renvoyer vers les interlocuteurs locaux, ou vous apporter des réponses sur des questions, si elles sont ou plus générales, sur le domaine juridique, technique et financier. Donc j'ai parlé en matière d'opportunités de financement, du schéma directeur, là-bas, qui s'appelle schéma acté. Vous verrez qu'on a des noms d'arbres et puis des jeux de mots. La sobriété dans les écoles, il y a un programme en partenariat avec le CEREMA et l'IFPEP qui s'appelle Cube École, qui sont des challenges d'économie d'énergie, une façon ludique de faire des économies d'énergie. Donc on est vraiment en plein dans le thème de la sobriété. Ça fait plusieurs années qu'il y a ce type de dispositif. Et Cube École est un dispositif qui a été initié avec le programme acté. Un programme sur la rénovation des piscines qui s'appelle ACTO. On a un sujet sur l'effacement électrique qui est en cours de... Voilà, c'est un sujet on a parlé un tout petit peu tout à l'heure sur l'industrie ou le tertiaire complexe qui est bien identifié avec une plateforme sur laquelle les offreurs et les demandeurs du coup d'effacement se rencontrent. Là, l'ambition, c'est de faire quelque chose de similaire pour l'effacement électrique des bâtiments publics, avec déjà connaître le potentiel des bâtiments publics. Et puis, beaucoup de choses. La partie éclairage public, on sort du bâtimentaire, mais ça fait aussi, j'ai parlé des dépenses
d'énergie dans les factures des collectivités. L'éclairage public a aussi une part importante, et donc il y a un programme pour aider au financement. Donc on n'est pas sur les travaux, encore une fois, on est vraiment sur la phase amont de diagnostic et de mise en place, de mise de pied à l'étrier, donc un programme qui s'appelle l'UMACT. Et des ressources très opérationnelles pour des cahiers des charges types. On a, dans les dernières sorties, mis à jour le cahier le closier type, donc il y a un recueil de documents pour le contrat de performance énergétique, qui a maintenant une dizaine d'années, qui a été remis au goût du jour par rapport aux évolutions de la commande publique, et qui permet d'avoir clé en main un outil équilibré pour les opérateurs économiques, pour les collectivités locales, de façon à passer des marchés sur ce type d'aspect, qui est le seul aujourd'hui, le contrat de performance énergétique, qui sécurise l'économie d'énergie. Ce que vous avez au départ, soit vous l'aurez à l'arrivée, c'est l'opérateur économique qui le garantit, ou alors ce sera sous la forme d'une pénalité. Donc dans tous les cas, on aura son économie d'énergie, donc c'est plutôt intéressant. Bon, je crois que vous avez dit beaucoup de choses, vous avez fait le tour, mais c'est formidable parce que ça veut dire que c'est très riche. Donc c'est évidemment un programme qui est très très riche. Un programme très dense. Est-ce que vous avez des questions les uns et les autres à poser à Magali Merlin? Il y a un micro toujours qui traîne sur scène si on veut le récupérer éventuellement pour les questions. Je ne vois pas de main levée. Ah si, pardon, excusez-moi. Voilà. Ah bah, merci beaucoup. Voilà, pardon. Je vous en prie. Oui, je voudrais revenir sur agir. Sur agir. Je crois qu'il ne faut pas non plus promettre la lune aux gens. Le séquençage des températures dans des bâtiments, notamment dans les bâtiments ruraux qui sont des bâtiments à forte inertie, parce que ce sont des bâtiments anciens, le séquençage des températures n'est pas valable. Il vaut mieux de faire une température constante, régulière, du style 19 degrés, quelle que soit la température, et puis dire aux gens que dorénavant, dans les classes, on ne vient pas en t-shirt, ni on s'habille. Et je pense que là, c'est bien plus intéressant, parce que le fait que la température sera bloquée à cette 19 degrés, par exemple, obligera obligatoirement les gens à s'habiller. Et ça, c'est la véritable économie d'énergie. Mais faire croire qu'en baissant systématiquement, vous allez avoir les phénomènes inertiels que vous avez connus dans l'exemple où on chauffe à telle température la nuit pour arriver à... Bon, ça, c'est le premier point. Le second point, je pense qu'aussi, les communes, il faut leur conseiller d'avoir des contrats d'entretien qui soient avec des gens compétents. Parce que le chauffage, ça nécessite de la compétence. Et l'entretien des régulations, etc., fait partie de tout cela. Merci à vous. Merci. On revient quand même à col roulé et doudoune pour faire plaisir à Jean-Noël. Mais c'est vrai que de s'habiller différemment, il y a une vraie problématique aussi autour de ça. Vous avez tout à fait raison sur le bon sens, clairement. Voilà, on ne verrait pas l'idée au mois de décembre de venir au boulot en t-shirt. Je pense pas. Donc il y a quand même une notion de bon sens. Sauf quand on a des ados. L'ado ne comprend pas. L'ado part en t-shirt avec 10 degrés. Oui, mais ils ont des systèmes de régulation. J'ai une théorie là-dessus, c'est qu'ils ont des systèmes de régulation internes différents du commun des mortels, je crois. Et donc, effectivement, l'exemple que j'ai cité est un exemple, mais ce que vous citez, la partie maintien de la température à 19 degrés, qui est prévue de toute façon dans le code de l'énergie, qui a été un peu oublié de tout le monde, est une mesure d'éco-geste. J'en ai cité une, mais dans le petit guide dont je parlais tout à l'heure sur les 8 mesures d'urgence, ça en fait partie. Par contre, dans certains bâtiments qui n'ont pas l'inertie de ceux que vous citez, où il y a beaucoup de personnes statiques, le 19 degrés, peut-être pas la solution. Il vaudra peut-être mieux s'assurer qu'une partie du bâtiment soit coupée, les personnes en télétravail. Enfin, il y a plein de solutions. Il y a celle-ci sur la partie maintenance. Bien sûr, s'assurer que ces équipements sont bien entretenus. S'assurer que ces équipements sont bien maintenus. Ça fait partie des éco-gestes qu'on liste et que je n'avais pas l'occasion de tout décrire aujourd'hui, mais je vous invite à aller voir ce petit guide qui va être mis en ligne, je pense, d'ici la semaine prochaine. Voilà, il y a déjà toutes les infos sont affichées aussi derrière vous si vous voulez avoir des compléments. Allez-y. Un dernier point, mais qui est sémantique. Le mot sobriété. Je pense que ce n'est pas un bon mot. Sobriété, ça s'oppose à alcoolisme, etc. Donc la sobriété, c'est pas ça. C'est l'économie d'énergie qu'il faut parler. Il faut être économe en énergie, mais sobre. Non, moi je suis désolé, je bois toujours du vin et j'ai pas question que j'abandonne.
Alors, il n'y a peut-être pas que les économies d'énergie. C'est peut-être pour ça que le mot veut englober un sujet plus global. Mais la priorité, évidemment, en ce moment, c'est les économies d'énergie. Est-ce qu'il y a éventuellement une autre question à Magali ? Oui, allez. Alors là, on va vous tendre un micro par ici. Regardez, monsieur. C'est pour mieux vous entendre quand même si vous avez la voix qui porte. Oui, bonjour. Je suis Michel Saunois de la commune de Châtelet-sur-Cure. Je voulais rebondir. Alors, pardon de contrarier le précédent interlocuteur. De mettre un bâtiment, a fortiori si c'est un bâtiment qui est mal isolé et de le mettre à 19 degrés constamment, et, si j'ai bien compris, les week-ends et les vacances. Pour m'être occupé de l'entretien de bâtiments dans une grande ville, en chauffage, je pense que, et ça rejoint l'histoire que vous nous avez citée du Val-de-Marne, c'est complètement incongru de voir un système démarrer à 1h du matin pour mettre 19 degrés à l'arrivée des élèves, puisque c'était une école, si j'ai bien compris. À partir des années 74, on a commencé à mettre des régulateurs qui travaillaient en fonction de l'extérieur, avec un système d'optimisation, c'est-à-dire qui démarrait le chauffage en fonction de la température extérieure, et il s'adaptait. Et démarrer à 1h du matin, c'est jamais arrivé, sauf s'il y a moins 10. On démarre en général vers 5h du matin pour arriver à 19. C'est les systèmes d'automatisation. Ce que je voulais dire, c'est que l'évolution des systèmes de régulation et des automates a été fulgurante. Par contre, le gros problème, c'est la mise au point sur les sites. Et je suis prêt à parier que sur beaucoup de gros bâtiments, la plupart de ces bâtiments ne sont pas réglés avec le sérieux qu'il faudrait, et il y a des économies de 20 à 30% qui doivent être faites. Le matériel a beaucoup évolué, c'est sa mise au point sur le terrain. Et de par là, je pense qu'il y a de gros efforts à faire et qui seraient significatifs et qui rapporteraient des économies vraiment importantes. Merci à vous. Et oui, juste pour ajouter quelque chose que je n'ai pas dit dans les bénéfices de cette action sur le patrimoine, sur l'école effectivement du Val-de-Marne, c'est le dialogue constructif qui a été mis en place avec l'exploitant, justement sur l'intervention quant à la réglage des différents équipements qui avaient été identifiés comme mal réglés ou déréglés. Et ça, c'est plutôt bien passé. Oui, bien sûr, mais au-delà des paroles, c'est l'action sur le terrain qui est significative et qui donne des résultats. Merci à vous pour ce commentaire. Alors, je vais vous remercier, Magali Merlin, parce qu'il est 11h30. On a normalement jusqu'à 13h avec pas mal de séquences encore. Mais merci, on peut vous applaudir, parce que c'est très, très riche.